Dans ce 8e CM, nous allons aborder la notion d'approche par compétence, qu'on le retrouve souvent dans la littérature sous la forme du sigle d'APC. La notion de compétence et d'approche par compétence connaît un succès international. De nombreux pays ont effectivement adopté ce vocabulaire et la démarche pédagogique qui l'accompagne. En France, c'est la Charte des programmes de 1992 qui officialise la rédaction des programmes sous forme de compétences et de connaissances. Cette notion de compétence est en lien avec des enjeux sociaux importants. Le Boterf, en 2001, montre que l'approche taylorienne de l'organisation du travail en entreprise consistait à rendre séquentielles les tâches des travailleurs, et ce jusqu'à la dernière décennie. Dans cette perspective, les programmes scolaires découpaient leur contenu en de multiples micro-objectifs. La PPO, pédagogie par objectif, des années 70, met en avant ce principe de décomposition. L'approche par compétence se doit au contraire d'apprendre aux élèves à appréhender des tâches complexes. Jonaert, en 2003, mentionne qu'une APC semble en mesure d'apporter un ensemble de réponses pertinentes aux attentes sociales qui recherchent des personnes pouvant appréhender globalement des tâches dans des situations complexes. Pour Michel Develay en 2000, l'approche par compétences qui s'oppose à l'approche par les savoirs constitue une réponse possible à la crise de l'école actuelle. Pour Michel Develay, on pourrait penser que l'approche par compétences, en insistant notamment sur l'activité de l'élève et sur la réflexivité, est pour l'heure la meilleure réponse aux questions scolaires. On peut distinguer dans l'approche par compétences une approche dite statique et une approche plus dynamique. L'approche statique consiste en une juxtaposition d'éléments, de savoir, savoir-faire, savoir-être, conduisant à des référentiels, listes d'activités. On parle alors de compétences requises. La fiche ressources, en précisant l'ensemble des connaissances que doivent effectivement intégrer les élèves, relève de cette approche statique. Rien n'est dit sur les programmes, sur la manière d'intégrer effectivement les compétences de manière plus dynamique. La conception dynamique met en avant que la compétence relève de ressources fonctionnellement liées, organisant l'activité pour une classe de situation ajustée en fonction des circonstances. La compétence n'est donc pas un état, c'est un processus. L'opérateur compétent est celui qui est capable de mobiliser, de mettre en œuvre de façon efficace les différentes fonctions d'un système où interviennent des ressources aussi diverses que des opérations de raisonnement, des connaissances, des activations de la mémoire, des évaluations, des capacités relationnelles ou des schémas comportementaux. Cette alchimie reste cependant encore largement une terra incognita, selon Le Boterf en 1994, dans son article Essai sur un attracteur étrange, la notion de compétence. Pour aborder donc cette notion d'approche par compétence, on va s'appuyer sur plusieurs sources. Tout d'abord les textes officiels qui renvoient plutôt à cette conception statique de l'approche par compétence, et ensuite les textes scientifiques et les propositions pédagogiques qui font apparaître une dimension plus dynamique de l'approche par compétence. Nous allons donc démarrer par l'approche par les textes officiels, en essayant d'analyser la structure des textes officiels, l'organisation qui, je le rappelle, depuis 1992 et la charte des programmes, amène effectivement le législateur à formuler les programmes en termes de connaissances et de compétences. Les textes font tout d'abord apparaître deux dimensions dans les compétences. Ces deux dimensions doivent s'articuler. Une dimension liée aux compétences propres et qui renvoie aux acquisitions spécifiques dans la PSA, une dimension liée aux compétences méthodologiques et sociales qui renvoie à la fois au savoir méthodologique, à l'évaluation formatrice, à la mise en projet, et à des aspects plus sociaux liés à la coopération et au respect des règles. Après avoir présenté quelques références scientifiques, nous allons tenter une approche par les textes. La compétence attendue en badminton,
peut se formuler ainsi. Pour gagner le match, concevoir et conduire des projets tactiques en enrichissant son jeu, varier le rythme, masquer les coups, face à un adversaire identifié. On voit donc que ce qui est en rouge, ce sont des moyens, des actions, des savoir-faire, un ensemble de connaissances qui sont au service d'une intention pour gagner le match dans un cadre déterminé face à un adversaire identifié. Si l'on prend en compte la fiche back, on s'aperçoit que dans chaque rencontre, chacun des candidats dispose d'un instant entre les sets et à l'issue du dernier set pour noter sur une fiche les points forts et les points faibles du jeu de l'adversaire et du sien propre. Le candidat laisse ainsi une trace de son analyse de la rencontre et doit effectivement formuler un projet de jeu face à des adversaires identifiés. On a donc là un savoir qui est mobilisable. Il ne suffit donc pas de posséder des aptitudes, capacités, habiletés, connaissances pour être compétent. Il faut les mettre en œuvre dans des circonstances appropriées. Reconnaître la situation, faire preuve de méthode. En adaptant ici son jeu à un moment donné contre des adversaires connus, le candidat montre qu'il est capable justement de mobiliser des connaissances pour faire preuve de sa compétence. L'organisation même de la fiche ressource renvoie aux caractéristiques de la compétence. Bien sûr, dans la fiche ressource, on peut retrouver la compétence attendue, mais on peut aussi retrouver des connaissances constitutives de cette compétence attendue. Ces connaissances sont déclinées en connaissances qui sont plutôt de type informative ou déclarative, en termes de capacité et d'attitude qui renvoient plus particulièrement à des connaissances procédurales. Pour être compétent, il faut savoir organiser, sélectionner et intégrer les éléments nécessaires à l'efficience dans un contexte donné. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il n'existe pas pour un élève ou pour les élèves un seul chemin vers la compétence, mais qu'il existe une multitude de chemins, rendant ainsi les parcours de formation spécifiques aux caractéristiques et aux ressources des élèves. Si les textes nous donnent quelques orientations par rapport à cette notion de compétence, il est nécessaire de compléter cette approche par une analyse un peu plus rigoureuse des différents articles scientifiques, notamment issus des sciences de l'éducation, qui abordent cette notion de compétence et d'approche par compétence. Pernoud, en 1999, précise qu'une compétence est une possibilité d'action efficace face à une famille de situations qu'on arrive à maîtriser parce qu'on dispose à la fois des connaissances nécessaires et de la possibilité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun, pour identifier et résoudre de vrais problèmes. Delinière et Garceau, en 1993, montrent que la compétence est un ensemble structuré et cohérent de ressources qui permet d'être efficace dans un domaine social d'activité. Il parle de situations authentiques, reliées à la pratique sociale. On peut donc définir la compétence de la manière suivante. D'après Coulet, en 2011, la compétence est une organisation dynamique de l'activité mobilisée et régulée par un sujet pour faire face à une classe de situations voisines. Tardif, en 2006, précise que la compétence renvoie à des ressources internes et externes. Les ressources internes sont effectivement celles qui sont propres à l'individu. Les ressources externes peuvent être un ordinateur, peuvent sans doute être aussi les autres élèves, voire l'enseignant lui-même. Le Boterf, en 1994, met en avant les ressources suivantes, la classification suivante. Il existe des ressources pour agir, réagir et interagir, des ressources pour comprendre, des ressources pour s'approprier le contexte, des ressources pour opérer et persévérer, des ressources pour coopérer, des ressources pour progresser, des ressources de guidage, qui sont la capacité à organiser les ressources. On voit donc ici que globalement, dans toutes les classifications, ce qui apparaît, c'est qu'on a effectivement des ressources pour l'action, agir, des ressources réflexives et des ressources qui concernent l'interaction avec les autres.
Les situations qui constituent de vrais problèmes dont parle Pernoud, les situations authentiques dont parle Delinière, sont des situations proches de la vie réelle. Il y a donc là un souci de s'assurer que les connaissances, capacités, attitudes et valeurs acquises à l'école puissent être mobilisées de façon massive et pertinente dans d'autres contextes que les situations scolaires. Ce qui est recherché ici, c'est en premier lieu de réduire la dimension purement scolaire ou académique des enseignements, afin que les acquis des élèves s'avèrent plus utiles pour leur vie professionnelle et personnelle. C'est le sens de la réflexion sur les compétences, un petit peu qu'avait ouverte l'OCDE, et qui s'est prolongée à l'échelle européenne et dans de nombreux pays, et qui a été soulignée par les auteurs présents sur la diapositive. En second lieu, il est aussi attendu qu'un rapprochement avec les situations de la vie réelle est un surcroît de motivation pour les élèves, plus à même de saisir l'utilité et donc le sens de leurs apprentissages. Les situations de la vie réelle sont dans tous les cas des situations complexes. Le schéma ci-dessus montre une logique algorithmique, c'est-à-dire qu'on suit une procédure, des étapes pour arriver au sommet de la pyramide. Le schéma du bas montre un fouillis où il existe effectivement différentes possibilités d'arriver au sommet de la pyramide au but fixé. Pour Delinière en 2009, une tâche complexe mobilise différentes ressources, qu'elles soient motrices, réflexives, sociales. Il n'existe donc pas qu'une seule solution pour résoudre le problème et il y a des choix à opérer par les élèves. Il opère une distinction entre la notion de tâche et de situation. La tâche, c'est une notion où le but à atteindre est relativement simple, dans des conditions déterminées et renvoie plus à une logique algorithmique. La situation a un caractère plus ouvert et il n'existe pas qu'une seule solution. L'approche par compétences s'accompagne aussi d'une autre logique d'enseignement. Pernoud, en 1997, avance que la formation de compétences exige une petite révolution culturelle pour passer d'une logique d'enseignement à une logique d'entraînement, véritable coaching sur la base d'un postulat assez simple. Les compétences se construisent en s'exerçant face à des situations d'emblée complexes où l'élève doit être accompagné par l'enseignant. La notion de compétence est souvent associée à la question de la transversalité et du réinvestissement. Bernard Ray, en 1996, avance que c'est le sens que donne le sujet à une situation qui décide si elle va relever ou non de telle classe de situation et donc de telles compétences spécialisées. L'approche par compétence se doit donc d'amener l'élève à reconnaître les situations afin qu'il puisse effectivement mettre en place et utiliser les compétences qu'il a déjà acquises dans des situations différentes. Après avoir essayé de cerner un peu mieux les caractéristiques de la compétence et de l'approche par compétence par l'étude de différentes références scientifiques, nous allons nous intéresser à des aspects plus pédagogiques. La question est de savoir, dans les dispositifs proposant effectivement une approche par compétence, quelles sont les caractéristiques de ces dispositifs. Il s'agit donc pour nous de définir des principes de construction des cycles selon l'approche par compétence. La première remarque qu'on peut faire, c'est que l'approche par compétence ne se conçoit pas à l'échelle de la situation ou à l'échelle de la leçon, mais bien à l'échelle du cycle. Un des principes constitutifs essentiels de l'approche par compétence, nous l'avons vu, est qu'elle renvoie à des situations authentiques, c'est-à-dire que les situations abordées dans le cycle sont des situations utiles pour l'élève, retransférables dans la vie sociale, dans la vie quotidienne. Le deuxième aspect qu'on peut mettre en avant, c'est la complexité de la situation. Elle doit effectivement faire appel à plusieurs types de ressources,
autant sur le plan de l'action que sur le plan de la réflexion, que sur le plan des interactions. Ensuite, ce dispositif doit être évolutif et adapté, c'est-à-dire qu'il doit effectivement renvoyer à la compétence, à ce qui est essentiel à enseigner, mais il doit permettre aussi d'intégrer l'ensemble des élèves de la classe. Et les élèves, au fur et à mesure de leur progrès, doivent effectivement pouvoir aborder le dispositif selon des objectifs de difficulté croissante. Ces dispositifs renvoient souvent à ce qu'on appelle des formes de pratique scolaire, c'est-à-dire des propositions pédagogiques spécifiques à l'école qui combinent ces différents aspects. Étant donné que l'on doit effectivement articuler action, réflexion et interaction dans l'approche par compétences, les propositions de formes de pratique scolaire font souvent apparaître la nécessité de combiner un projet individuel et un projet collectif. L'approche par compétences renvoyant au fait que l'élève devient compétent dans une famille de situations fait apparaître souvent une nécessité de réinvestissement ou une possibilité de réinvestissement. On a donc des situations différentes de celles où on a appris qui apparaissent dans les cycles. Cette possibilité de réinvestissement est souvent corrélée à la nécessité de développer chez l'élève le sentiment de compétence qui va lui permettre d'aborder une tâche nouvelle avec plus de confiance. Après donc avoir défini quelques caractéristiques théoriques, institutionnelles et pédagogiques de l'approche par compétences, l'enjeu pour vous est de repérer dans les études de cas qu'on va vous proposer en cours magistral mais aussi en TD, en quoi il peut être question d'APC.